Alors, chers amis, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Si nous sommes ici, c'est parce que le fils du pays qui s'appelle Res Kazadi voulait parler à la communauté. Il n'est pas seul, il est avec notre historien qui s'appelle évidemment Toali qui est historien, qui va nous expliquer un peu l'histoire de l'Est. On entend parler de l'Est, mais on ne comprend pas trop. Avant d'aller dans cette histoire, le mouvement qui organise ça s'appelle Ekoki et Sila. Il sera plus heureux que moi, j'appelle maintenant Galor. Bonjour à tous. Navré. J'ai un discours à lire sur certains événements et précisément pour parler un peu de notre mouvement ainsi que de notre président et de la journée d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais observer une minute de silence pour nos frères et sœurs qui décèdent et qui tombent constamment au Congo, surtout en ce moment à l'Est. S'il vous plaît, levez-vous. Je vous remercie. Vous pouvez reprendre place. Par où commencer? Déjà, il est important de nous rappeler tous, en tant que Congolais et en tant qu'Africains et en tant que Congolais surtout, que notre pays traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. L'insécurité déchire nos provinces. Nos frontières sont menacées et notre peuple est abandonné. Protéger l'intégrité de notre territoire est la priorité absolue. Mais la souveraineté ne se limite pas qu'aux armes. Elle repose sur 5 piliers fondamentaux qui est la sécurité, l'économie, la justice, la santé et l'éducation. Au-delà de nos visions, programmes politiques, il serait préférable d'aborder d'abord les solutions. Ici, avec notre président, M. Kazadi, Rex, et M. Toali Valéry, l'intervenant, qui est chercheur en géopolitique des conflits et de la sécurité collective dans la région des Grands Lacs. Et en ce qui nous concerne, nous autres présents ici, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est Valéry Toali. Je suis avocat au barreau d'ici Kivu. Donc, j'ai poursuivi mes études ici en France, à l'université Paris-Est-Créteil. J'ai fait une thèse en sciences politiques, spécialité géopolitique des conflits et sécurité collective. Et donc, je suis né en tout cas dans l'Est du Congo, précisément dans les territoires de Walungu. Et donc, j'ai connu toute cette histoire de la guerre qui endeuille nos régions de l'Est. J'ai étudié dans ce contexte et j'ai donc grandi dans ce contexte parce que j'ai quitté le Congo en octobre 2018. Et donc, je suis tellement récent par rapport à ce qui se passe et je rentre de temps en temps dans l'Est du Congo, bien sûr, j'y étais en 2023, mais aussi en 2021. Donc l'actualité, nous l'avons, mais aussi l'histoire, nous l'avons. Et ça sera une chance pour nous de pouvoir en partager avec vous. Et je tiens à féliciter en tout cas le président Rex Kazadi qui a pensé à ces moments pour au moins en tout cas dépasser la logique de la jouissance et entrer dans une perspective de compréhension des causes et facteurs, en tout cas, du conflit que nous sommes en train de connaître, maintenant, depuis à peu près 30 ans. Oui, ce qui se passe à l'Est actuellement, bien sûr, c'est un conflit d'occupation, un conflit d'agression. Tout le monde le sait, ça a été documenté par beaucoup d'organisations internationales, dont la plus grande de ces organisations, donc les Nations Unies, et d'autres organisations, mais aussi les États. Et par rapport à ce qui se passe, c'est que, bon, on s'inscrit dans l'immédiateté, ça signifie bien sûr la guerre actuelle, mais c'est important de pouvoir en saisir les contours. Qu'est-ce qui y a présidé à cette guerre? Quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui font qu'on soit là aujourd'hui? Et donc, actuellement, bien sûr, on a des grandes villes de l'Est du pays qui sont occupées par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ces rebelles ont mis en place une administration parallèle, la nomination des gouverneurs, vice-gouverneurs
des mers de la ville et consorts. Au-delà de ça, bien sûr, il contrôle les frontières aussi avec les pays voisins, dont le Rwanda principalement. Je ne parlerai pas uniquement, en tout cas, du Congo et du Rwanda par rapport au conflit, parce que c'est plus complexe que ça, mais je vais en tout cas revenir dans l'histoire, parce que l'histoire permet bien sûr de comprendre le passé, de pouvoir en tout cas éclairer l'avenir et de pouvoir vivre en conséquence du passé pour ne pas en tout cas répéter les mêmes bêtises dans l'avenir. Ça signifie quoi? Ça signifie que je pars dans l'époque précoloniale. Dans l'époque précoloniale, c'est que le premier constat, en tout cas que j'ai fait dans mes recherches, il y a pratiquement absence de conflits interethniques. Dans l'époque précoloniale, dans cette région des Grands Lacs. En tout cas, que ce soit au sein du royaume du Rwanda, que ce soit au sein du royaume du Bushi, parce que là, vous comprenez bien que l'État congolais, l'EIC et consorts n'existe pas encore. Et donc, on est dans la logique des empires et royaumes. C'est qu'on identifie l'arrivée des Tutsis au XIIIe siècle. Mais on n'identifie pas l'arrivée des autres ethnies par rapport au timing, à la chronologie. Et donc, c'est déjà un problème fondamental. Pourquoi on parvient à identifier certains, mais on ne parvient pas à identifier les autres? Donc, ça part déjà de là. Et ce qui va être encore une fois surprenant, c'est qu'on va montrer que, les Belges vont montrer que la domination des Tutsis sur les Hutus s'est passée d'une manière successive et d'une manière assez subtile. Et donc, il démontre effectivement qu'au sein des Hutus, il y avait plusieurs clans, mais qui n'ont pas réussi à construire un royaume solide au Rwanda. Et donc, quand les Tutsis arrivent, ils sont pasteurs, tout ça, avec l'élevage, alors que les autres sont beaucoup plus agriculteurs. Et donc, ils vont s'imposer et parvenir à travers la vache, qui a joué un grand rôle. Ceux qui connaissent la région des Grands Lacs connaissent ce que représente la vache, effectivement. Vous avez vu au mariage, je ne sais pas si c'était du fils ou de la fille de James Kabarebe, Vital Kamere allait offrir 30 vaches. C'est effectivement parce qu'il connaît l'histoire de la région et il sait qu'elle représente la vache. Et donc c'est à travers la vache que les Tutsis vont exercer une certaine influence sur les Hutus. Alors, merci beaucoup, M. Valéry. Je pense qu'avant que le président Res Kazadi intervienne, je ne sais pas si dans l'Assemblée, si quelqu'un a une ou des questions, on va passer la parole à une personne, deux personnes qui ont des questions. Je suis activiste de lucha, mais aussi géographe. Alors moi, ce n'est pas forcément une question, mais c'est une petite contribution sur cette historicité que Valéry a élaborée. C'est l'ambition de Kigali à pouvoir avoir un grand territoire. Parce qu'à Kigali, de plus en plus, il y a une volonté à pouvoir dépasser le Congo pour annexer une partie du Congo. Ce que les gens appellent balkanisation. Parce que de plus en plus, Kigali se rend compte qu'il a une forte densité sur un petit territoire. Donc on est quand même à 26 000 km² sur 12 millions d'habitants. Et donc, le Rwanda, déjà en 1997, le président intérimaire l'exprimait qu'il fallait faire une autre conférence de Berlin. Parce qu'évidemment, ces questions qui ont été tranchées sur les frontières laissaient une partie de la population rwandaise à l'intérieur des territoires qui sont devenus le Congo. Donc, une partie de l'élite rwandaise commence à réclamer que non, nous devons récupérer nos terres et nos populations qui sont restées au Congo. Donc ça va être un des éléments qui va motiver la pénétration du Rwanda au Congo. Deuxième élément, c'est ce que les gens connaissent, c'est lorsqu'ils font la pénétration, ils découvrent que cette partie est riche en ressources minières. Donc il faut s'accaparer de ces ressources minières qui vont à la fois financer cette guerre dans l'est du Congo, mais aussi qui va permettre que l'économie rwandaise post-génocide soit florissante. Et aujourd'hui, Kigali, qui est la ville que certains géographes présentent comme la meilleure ville de l'Afrique, soit reconstruite. Et dans le plan de développement de Kigali des années 2000, on va axer le financement de ces plans sur la rente minière qui vient de l'est du Congo. On est là dans une stratégie qui est bien passée par Kigali, par les élites rwandaises, qui est enseignée dans les écoles au Rwanda et qui est soutenue par une certaine élite internationale qui pense que le Congo il est grand. Il faut le dépasser complètement et surtout qu'on a des élites corrompues à Kinshasa qui ne foutent rien. Voilà. Maintenant, nous allons écouter le président Res Kazadi.
cas, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui se sont déplacés pour venir partager avec nous. Il était très important, avant de parler de l'actualité, parce que moi je vais me contenter de parler que de l'actualité, il faut toujours, avant de savoir où on va, d'où on vient. Donc c'était important qu'on puisse entendre mon frère Valérie, que je remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous son expérience et ses analyses très pertinentes sur l'histoire. Bon, comme on est un peu pris par le temps, je crois que nous nous sommes arrêtés dans les années 60, on n'est pas encore arrivé dans les années 90. Okay. Donc voilà, comme vous savez, l'année dernière, je me suis présenté aux élections présidentielles face à Félix Tshisekedi. Mais ces élections se sont très mal passées. Nous avons eu des élections qui ont duré pratiquement 7 jours, ce qui est du jamais vu dans aucun pays. Alors que la loi dit que ça commence à 6 h du matin, que ça doit s'arrêter à 20 h. Nous, les gens ont voté pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'ils ont voté le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, le surlendemain. Pendant 7 jours, nous avons eu des élections. En prime des élections, c'est même pas moi qui le dis, mais la même CNI a avoué qu'il y avait dans les maisons de certaines personnes des machines à voter. On en a trouvé presque, on va dire, presque 2000 ou 3000 personnes qui avaient chez eux, à leur maison, des machines à voter. Avec chaque machine, on peut au moins voter pour entre 750 à 5000 personnes. Donc vous imaginez le bourrage des urnes qu'il y a eu et la triche à grande échelle. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est l'une des raisons de la crise que nous avons au jour d'aujourd'hui. Le président actuel s'est accaparé l'ensemble de pouvoirs. Aujourd'hui, il a le Parlement entier, c'est-à-dire sur 500 députés, il en a quasiment 218, et les 20 autres de l'opposition, ce sont des opposants que lui il a choisis. Sur 26 provinces, il a 26 gouverneurs à lui, et sur 26 assemblées provinciales où on peut avoir entre 30 et 50 députés, il a la majorité partout. Donc il a pris l'ensemble de pouvoir de tout. Dans un pays où il y a eu aux élections présidentielles 25 opposants, 25 personnes qui se sont opposées à lui, et nous avons, d'après lui, même si on s'est rassemblés, même si on prend la voix de toute l'opposition, c'est lui qui a gagné. Après, vous avez vu ce qui s'est passé dans un pays où on ne permet pas à l'opposition de s'exprimer. Dans un pays où on a actuellement une des personnes qui s'est présentée aux élections présidentielles, c'est Poutine, qui est aujourd'hui en prison. Dans un pays où on a des députés, on peut t'arrêter demain si tu dis un mot qui est au-dessus de l'autre, on t'envoie en prison. Dans un pays où la majorité des opposants, en tout cas une bonne partie, sont en exil. Voilà la réalité de la République démocratique du Congo. Dans un pays où le chef de l'État a mis presque 9 mois pour monter ce gouvernement, et l'une des premières choses qu'il a fait, l'une des annonces extraordinaires dans l'année après son second mandat, c'est de vouloir changer la constitution pour briguer un troisième mandat. Dans un pays où le fils du chef de l'État est aujourd'hui un des représentants officiels de l'État congolais avec aucun titre. Voilà, il rencontre des chefs d'État ailleurs, etc. Tout ça, ça a créé une crise. Ensuite, c'est le peuple qui dira si cette crise ou les actions que certains posent sont légitimes ou pas. Nous avons une rébellion à l'AFC qui s'appelle l'Alliance Fleuve Congo, dirigée par Nanga, qui est l'ancien président de la CENI, qui est soutenu par le M23. Mais qui sont le M23? Le M23 qui avait été maté à l'époque de Kabila, mais qui avait été caserné en Ouganda. C'est pour ça que c'était important, lorsqu'il parlait tout à l'heure, de comprendre le problème géopolitique.
Le M23, qui était caserné en Ouganda à l'époque pendant presque 4 ou 5 ans, sont revenus au Congo. Pourquoi et comment? La personne qui a fait revenir le M23, qui les a équipés, qui les a armés, c'est le chef de l'État actuel. Il a signé un deal en 2018 lorsqu'il arrive à la tête du pays, où il leur a fait des promesses. 1. Vous allez retourner dans l'armée nationale. 2. Je vous donne la possibilité de remplacer la garde républicaine. Et puis 3, parce que je n'ai pas confiance à la garde républicaine de Kabila et que tous les généraux sont sous sa botte. Donc je préfère travailler avec vous. Et troisièmement, il les ramène au Congo. À peu près tous les responsables du M23 sont restés à Kinshasa pendant pratiquement 14 mois, nourris, logés, blanchis par l'État congolais. Et entre-temps, il les a armés. Il leur a donné des armes et des munitions. Ce qui les a permis de quitter l'Ouganda et de revenir à l'est de la RDC. Au bout d'un moment, lorsque lui-même a eu la possibilité d'envoyer beaucoup de gens de son ethnie, dont j'en fais partie, aller faire une formation aux États-Unis, ils sont revenus et ils ont créé une ceinture autour de lui pour faire sa sécurité. À ce moment-là, il a balayé d'un revers de la main les promesses qu'il avait faites au M23. En représailles, ils ont commencé à attaquer Rutshuru. Ils ont commencé à administrer Rutshuru pour se payer. Donc Rutshuru était devenu comme un pays étranger. Parce que souvent on nous parle de Goma, on nous parle de Bukavu. Mais Rutshuru, c'est le Congo. Ce sont des Congolais. Et Rutshuru, ça ne fait pas quelques semaines. Rutshuru, ça fait des années. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, par exemple, si on dit Dunkerque n'appartient pas aux Français. Dunkerque est occupé depuis 4 ans. On ne va pas attendre que les gens descendent jusqu'à Lille pour se dire que non, on a pris les territoires français. Nous avons interpellé lors de ces élections présidentielles, puisque ça faisait déjà 5 ans que le chef d'État est à la tête du pays, on n'a qu'un seul problème au Congo, numéro 1, c'est la sécurité. C'est le problème numéro 1. Sans sécurité, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas nous parler d'économie, vous ne pouvez pas nous parler de développement, vous ne pouvez pas nous parler de toute autre chose s'il n'y a pas de sécurité. En quelques jours, lorsque les armes sont arrivées à Goma, il n'y a plus de vie. Vous n'allez plus à l'école, vous n'allez plus au travail, vous ne sortez même plus de chez vous. C'est la survie. Sans sécurité, il n'y a absolument rien. C'est ce que nous avons défendu en 2023. Et lorsque nous avons défendu ça, on nous a dit, mais oui, mais vous n'avez pas suffisamment bien travaillé, il y a l'économie, vous imaginez comment vous avez trouvé de l'emploi aux gens, etc., etc. Donc ils ont banalisé. Le chef de l'État a commencé à menacer son voisin avec des propos de « j'ai même pas besoin de me déplacer, à partir de Goma on va toucher Kigali, Kagame est un criminel, je peux lui faire ce que je veux, etc. » Des menaces et des menaces. Et puis il a commencé à armer. Quand les M23 ont commencé à s'allier avec Kagame, ils ont commencé à descendre, à prendre d'autres villes, à occuper d'autres coins. En fait, ce qui s'est passé, et ce qui se passe, et qui continue à se passer, c'est qu'à un moment donné, le chef de l'État actuel a réussi à unir face à lui plusieurs personnes, plusieurs organisations, plusieurs entités qui étaient complètement distinctes, mais qui ont tous les mêmes objectifs. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous savons très bien que le Rwanda, là où je ne partage pas ton avis, mon frère, le Rwanda n'a pas besoin de terre congolaise. Le Rwanda a sur son sol des milliers de réfugiés congolais qui vivent là-bas. Les Rwandais ne quittent pas le Rwanda pour venir vivre au Congo. Parce que la qualité de vie n'est pas la même. Il faut qu'on se dise la vérité. 3 mots. Cobalt, coltan et or. C'est une affaire de business. C'est une affaire d'argent. C'est une affaire de sous. Rien que le Nord Kivu, ça fait 2 fois la Belgique. Si c'était un problème d'espace, les habitants partiraient. Les Rwandais quitteront le Rwanda et viendront s'installer.
Et peut-être à ce moment-là, l'armée, elle serait peut-être, on pourrait peut-être comprendre que l'armée rwandaise arrive sur les territoires congolais pour protéger les civils. Mais les civils rwandais ne quittent pas le Rwanda pour venir vivre au Congo. Ceux qui quittent le Rwanda pour venir au Congo, c'est l'armée rwandaise. Ce sont des hommes en armes. Et lorsqu'ils rentrent au Congo, ils sont toujours autour des mines et des endroits où il y a des minerais. Aucun État se déplace pour les intérêts humanitaires. Il y a toujours derrière des intérêts pécuniaires. Il y a toujours derrière des intérêts économiques. Aujourd'hui, la RDC est un poumon économique pour le Rwanda. Voilà pourquoi elle veut y exercer son influence. En face de ça, nous avons des politiques et une opposition muselée à l'intérieur du pays qui a décidé de s'allier avec le soutien des étrangers et une rébellion congolaise qui est le M23. Ils ont pris ville après ville, après ville, après ville, après ville. Et jamais on attend de la part de la RDC, ni à l'époque de Kabila, ni à l'époque de Félix, on ne demande jamais de justice. On ne demande jamais de qui a tué qui. On ne sait jamais qui a tué qui. Et puis ça passe comme ça, on continue à vivre, etc. etc. Nous avons réfléchi à cette situation et nous avons vu l'humiliation qu'ont vécu nos militaires, l'impréparation de nos militaires sur les champs de bataille, des soldats qui se signalaient avec leur téléphone portable. Donc l'ennemi pouvait les repérer facilement parce qu'ils faisaient des vidéos. Et en plus de ça, vous savez que dans ce côté-là, lorsqu'on se connecte, on se connecte directement au réseau rwandais. Lorsque les gars sont connectés au réseau rwandais. Donc les Rwandais savent où sont nos gars, à peu près combien ils sont. Ils ont des drones de surveillance. Ils peuvent voir combien on a de militaires, combien sont sur le terrain. À l'époque, on a dit Félix, il avait acheté 10 Sukhoi. Mais aucune d'entre elles n'a été utilisée dans cette guerre. Et puis 10 Sukhoi, il avait acheté ça pratiquement entre 9 et 10 millions. Je me suis posé la question, si tu peux acheter 9 Sukhoi à 10 millions, pourquoi on n'en prend pas 100? Pourquoi on n'en achète pas 100? Et puis, il faut les équiper. On les équipe et puis on les utilise. Aujourd'hui, dans cette guerre, les Sukhoi aujourd'hui sont avec le M23. Ils ont été récupérés. Les hélicoptères de combat ont été récupérés par l'ennemi. Nos gars, alors que nous avons un grand lac qui est entre Goma, qui est la route obligatoire entre Goma et le reste de la RDC, mais on n'a pas d'armée au niveau de la mer qui puisse nous permettre d'avoir des zodiacs et qui puisse nous permettre de défendre ce lac. On n'est nulle part dans l'eau. On a pris nos militaires comme des enfants. Ils étaient dans des bateaux commerciaux. Les militaires rwandais sont arrivés, allez, on se retrouve du jour au lendemain, 400-500 soldats prisonniers. On a de la chance qu'ils les ont fait prisonniers, parce qu'ils auraient pu aussi les tuer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation rocambolesque où on a à peu près 2000 de nos militaires qui ont prêté allégeance à l'AFC et au M23. On a 1500 de nos policiers qui ont prêté allégeance. Ça veut dire qu'on leur a donné des armes, on les a équipés, on les a nourris, et aujourd'hui ils obéissent à d'autres personnes qu'au gouvernement central. Et aussi on peut dire que c'est des traîtres. On peut les appeler des traîtres. Alors que quelques semaines auparavant, ils se battaient pour le pays, on leur donnait une boule de foufou avec de l'huile et ils mangeaient à la main.
Et à côté d'eux, ils avaient des blancs à qui on payait 8 000, 9 000, 10 000 dollars. Aucun d'entre eux n'est mort. Dès que ça pétait, ils ont pris leur avion. Aujourd'hui, ils sont en Roumanie. Et le responsable de ce groupe de mercenaires blancs, il est arrêté dans son pays parce qu'il a trop d'argent. Évasion fiscale. Il a fait trop d'argent au Congo. Il a fait plus de 100 millions. Plus de 100 millions de dollars. Le gars a fait trop d'argent au Congo. Tellement qu'il a eu trop de liquide, trop d'argent. L'État roumain l'a arrêté. Mais on ne l'a pas arrêté pour les actions qu'il a posées au Congo. On l'a arrêté parce qu'il n'a pas déclaré toute la fortune, les millions qui s'est fait au Congo. Et là, on ne peut pas pointer la responsabilité de nos dirigeants. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne peut pas dire que ceux qui nous gouvernent se foutent de nous. Si on est arrivé où les ennemis du Congo font des projets sur la balkanisation, etc., c'est parce qu'en face, nous ne sommes pas à la hauteur du Congo. Ce beau et grand pays que nos ancêtres nous ont laissé, nous ne sommes pas à la hauteur du Congo. À quel moment vous voyez un chef de l'État, au lieu de former, d'équiper son armée, il préfère prendre des étrangers, les payer 1000 fois plus cher que ses propres hommes. Il n'a pas confiance aux Congolais. Il n'a pas de respect pour les vies humaines des Congolais. Vous comprenez ce que je veux dire? Et face à ça, ceux qui se sont battus l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ont prêté l'allégeance en face. J'ai eu la possibilité, le privilège d'échanger avec Monseigneur Tcholé. C'est l'église catholique qui sont en train de faire le tour un peu de la diaspora, certains pays, certains dirigeants, pour essayer de faire une assise et faire asseoir tous les Congolais autour d'une table. Parce que nous ne gagnerons pas la guerre contre le M23 et l'AFC parce que nous n'avons plus d'armée, réellement. Aujourd'hui, voir Jean-Pierre Mbemba faire le cinéma, essayer d'envoyer, prendre des petits jeunes et dire on fait de vous des dirigeants de l'armée, on vous envoie, personne ne va quitter Kinshasa. D'ailleurs, même ici dans la diaspora, si vous voulez rentrer dans l'armée, il faut y aller. Tellement que l'armée congolaise, les Congolais n'ont pas confiance en cette armée-là, personne n'a envie d'y aller. Parce que les gens savent qu'ils y vont le temps pour mourir. Il a fallu que Bukavu et les autres tombent pour que le chef d'État se dise que oui, il va augmenter le salaire à 400, voire 500 dollars. Pourtant, je t'assure, je vous assure, on a aux États-Unis, à Londres, au Canada, des Congolais qui sont bien formés, qui ont fait des écoles militaires et qui peuvent nous apporter leur savoir-faire pour notre armée. On a cette chance-là d'avoir des Congolais partout, super bien formés. Mais personne n'aurait tendu la main. Même les talibans, ils savent fabriquer les kalachnikovs. Nous sommes un État, on est capable de fabriquer que dalle. On n'a pas d'armes, on n'a même pas de vision pour se défendre. On n'a pas de vision de se dire qu'on a des ennemis, il faut qu'on se montre fort. Non, rien que ça pleure. On va aux Nations Unies, on pleure. On va à l'Union Européenne, on pleure. On va au Sénégal, on pleure. On va au Mali, on pleure. On va au Tchad, on pleure. Dès que tu vois un Congolais, moi je ne regarde même plus. Déjà en France 24, on dit ah, le responsable, le porte-parole du gouvernement. Oh, je dis oh là là, sortez vos mouchoirs. Ils vont nous dire encore c'est la faute de oh, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Oh, non, 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 non. Ou si on finit pas, si on ne pleure pas, on prie. C'est le deuxième truc, on prie. On fait la prière. Dieu va venir, oh Dieu d'Abraham. Le même Dieu d'Abraham, même d'Israël. Mais les Israéliens, ils ont des armes. Et eux, ils tirent. Tu t'amuses avec un Israélien, il te bute. Il te tue. Au nom de leur Dieu, il te tue. Nous, on prie le Dieu d'Israël pour qu'ils viennent nous sauver au Congo. Donc vous voyez, avec
ces deux types de populations, ceux qui aiment encore leur pays, qui veulent le défendre, mais qui en fait, en défendant ce pays, défendent la région, et ceux qui pensent que la solution peut venir de l'AFC ou du M23. Nous sommes là-dessus. Nous sommes là-dessus. Après, chacun fera le choix qui est le sien. Bon, alors, j'aimerais déjà qu'on applaudisse l'intervention du frère. Vraiment, merci. Et en fait, bon, je veux vous présenter. Je ne suis pas congolais. Je m'appelle Kalos, je suis gabonais. En fait, je suis panafricain. C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que je suis ici. Parce que pour nous, les panafricains, ce qui se passe au Congo est très très important à comprendre. Et on se réfère à un de nos leaders, d'accord, qui s'appelle Frantz Fanon, qui a dit l'Afrique est comme un gun et la gâchette se trouve au Congo. Donc ce qui se passe au Congo, c'est important pour toute l'Afrique. Bref, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est pour ça que je suis présent ici. Et j'aimerais aussi remercier l'historien, professeur. Franchement, on a besoin de comprendre le Congo, que ce soit historiquement, que ce soit géographiquement, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur tout ce qui se passe au Congo, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'Africains, voire même de panafricains, qui ne comprennent pas très bien. Et quand on essaie même d'aller essayer de comprendre dans les chaînes congolaises, parlez tous en lingala. Alors que Goma, Bukavu continuent à vivre dans l'insécurité, presque tous les 2 jours, il y a des morts. Et la plupart des cas, des jeunes. Et l'AFC est ouvert au dialogue, mais ça ne s'arrête pas dans leur démarche d'envahissement, d'occupation. Alors, moi, ma préoccupation est de savoir, en tant que politique, président, je ne sais pas si si c'est un mouvement ou un parti politique, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire, bon, pas même aujourd'hui, mais une idée un peu globale des solutions immédiates comme vous venez de nous dire. Ok. Vraiment, je partage ton point de vue sur l'urgence. C'est une urgence, évidemment, c'est une urgence. Malheureusement, ceux qui ont le levier et la possibilité de stopper ce massacre ne saisissent pas la chose de la même manière que toi. Nous ne sommes pas aux affaires aujourd'hui, donc ce n'est pas les décisions que mon parti écoqué ici là, qui prendra aujourd'hui qui va faire que la guerre va s'arrêter. Nous ne pouvons que essayer d'apporter notre pierre à l'édifice comme vous le faites, en essayant aussi à un moment donné de nous engager, de prendre une décision. Je vous ai dit, il y a 2 camps. Il y a ceux qui veulent continuer à soutenir le régime en place et ceux qui veulent soutenir la rébellion. Vraiment ces 2 camps-là. Après, à un moment donné, chacun d'entre nous, face à sa conscience, choisira ce qui lui permettra demain de pouvoir être en position de pouvoir aider le Congo d'une manière ou d'une autre. Voyant les choses comme ça se passe actuellement au Congo, comme vous l'avez dit, il y a une partie ou un cas qui a toute la force armée, tout ce qu'il fait, et jusqu'à ce qu'il prend de l'espace, et l'autre qui est faible, qui ne veut pas dialoguer. Mais non, le président Tshisekedi, dans plusieurs de ses sorties maladroites, il a dit qu'il ne verra que Kagame au ciel. Est-ce que au paradis? S'ils y seront. Oui, oui. Alors, voudrait-il qu'il va mourir? Parce que là, on se demande, la rébellion avance, lui ne veut pas négocier. Et qui maintenant, selon vous, qui maintenant peut contraindre Tshisekedi à négocier? Malheureusement,
seul le terrain va l'obliger à négocier. Si tu remarques bien, quand Goma est tombé, c'est là où il a eu l'idée d'accepter de négocier. Okay? Après sa sortie médiatique qui était calamiteuse, où il avait dit qu'il y aurait une riposte rigoureuse qu'on attend toujours, le même Tshisekedi avait accepté ce qu'on lui avait proposé depuis des mois, d'accepter que l'Église catholique devienne les médiateurs. Vous avez vu, il y a quelques jours, on commence même à arrêter les gens de l'Église catholique, on commence à les intimider. Pourquoi? Parce que comme ils rencontrent la rébellion, on commence à les traiter des traîtres, etc. Parce que ça, c'est parce qu'à un moment donné, autour de lui, il est entouré des gens qui n'assumeront rien, ni devant l'histoire, ni devant les Congolais, mais qui lui disent mais après Bukavu, il s'est dit oui, je vais discuter, mais pas avec tel machin, il essaie encore de résister. Mais quand le Katanga va tomber, il sait très bien que la prochaine étape, c'est qu'il s'engage. Mbandaka, c'est fini. Après, plus personne ne va pouvoir discuter avec lui. Si la rébellion arrive jusqu'à Mbandaka, il ne discute aujourd'hui de la possibilité d'arrêter les frais. Dans un camp ou dans un autre. La majorité de nos militaires, c'est sont rangés de l'autre côté. Si je comprends bien, vous rejetez la méthode de Tshisekedi qui veut former un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire que si son conseiller spécial et Bénin ne vous contacte, vous n'irez jamais. Vous la rencontrez pour discuter. Vous savez, dans un pays, le pouvoir se prend de trois manières. Par la vindicte populaire, le peuple arrive, font sauter les chefs. Par les armes, ce qui se passe très souvent au Congo, ou par les élections. Nous avons été les premiers à déposer la candidature aux élections présidentielles. On nous a même dit qu'on a été payé par le régime parce que nous voulions valider la triche. Alors que, comme je l'ai dit depuis, j'ai voulu, et je dirais à mes enfants, soyez fiers de votre père, parce que j'ai participé à la démocratie de mon pays. Ça nous a coûté, rien que pour le dépôt de candidature, 500 000 euros. Bon. Donc on a mis beaucoup d'argent. Et j'ai dit, c'est cet argent qu'on n'a pas récupéré. Mais ce que j'ai dit à mon fils, nous avons investi cet argent pour la démocratie dans notre pays. Parce que nous voulions réellement que tous les Congolais s'expriment et choisissent le meilleur. Vous avez vu la mascarade que nous avons eue, des élections pendant 7 jours. Et après on vous dit que les résultats sont sérieux. Enfin bref. Donc, on a tendu la main au chef de l'État. On lui a permis de pouvoir créer l'union. On lui a permis de faire en sorte que, rien que dans ces élections, il aurait pu s'ouvrir. Mais il s'est accaparé l'ensemble du pouvoir en étouffant toute son opposition. Il a commencé à arrêter des personnes, à mettre des gens en prison. Il a cherché à changer la Constitution. Donc, de facto, ce n'est pas une personne de confiance. Quand on regarde en plus toutes les personnes qu'il a rencontrées et toutes les personnes à qui il a signé des deals, tout le monde sait que c'est un serial menteur, il ne fait que mentir, il ne respecte jamais sa parole. Donc un type qui ne respecte pas sa parole, qui peut lui faire confiance et rentrer dans un gouvernement d'union nationale? Donc nous, on ne montrera pas. Vous et moi avons combattu Kabila d'une manière féroce. Et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Que pensez-vous de son retour sur la scène politique aujourd'hui? Et qui se positionne comme l'acteur dominant au sein de l'opposition? Et lorsqu'on écoute ses collaborateurs, ses partisans, il y a une volonté de le mettre en visibilité, et d'autres vont loin en disant c'est le type qui va occuper la transition. J'ai entendu mon candidat pour la transition. On ne peut pas reprocher à son équipe ou à ces gens de défendre leur chef. Il y a quelqu'un qui m'avait dit il y a quelque temps, qui m'a dit oui, mais Kabila a accepté de quitter le pouvoir il y a 6 ans. Et pendant 6 ans complets, le gars n'a pas dit un mot sur la gestion de l'État. Sans un minimum fair play. Sans un minimum fair play. Le gars ne s'est pas exprimé pendant 6 ans pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Pas un mot. Aujourd'hui, que sa base militante veulent qu'il sorte de l'anonymat, etc., il est en exil parce qu'il est menacé de se faire arrêter par le gouvernement de Félix Tshisekedi.
Pour quelle raison, quel crime il a commis, on ne le sait pas. Est-ce que moi, aujourd'hui, je me sens plus proche d'un Kabila que j'ai combattu férocement, mais que Félix a dit que c'était son frère, un truc que je n'ai jamais dit. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a dit que c'était son frère. Aujourd'hui, il va arrêter son frère. Pour quelle raison, on ne sait pas. Moi, je reste pragmatique. Kabila, ça fait 6 ans qu'il s'est retiré des affaires. Si sa base espère le voir encore à la tête du pays, ça ne répond à aucune règle de notre constitution au jour d'aujourd'hui. Mais rien ne l'empêche de rentrer au Congo. Rien ne l'empêche son parti de fonctionner. Rien ne l'empêche de s'exprimer. Moi, pour ma part, tu connais mon candidat. Celui que moi je propose à la tête de cette transition. Et je suis sûr qu'il fera l'unanimité. Vous savez, comme moi, si l'AFC M23 arrive à Kinshasa, ça sera l'anarchie, comme ça l'a été en 1997, voilà, avec l'arrivée de Kabila. Pourquoi vous ne prenez pas la main? Pourquoi vous n'allez pas vers Tshisekedi, rentrer aux affaires, essayer de faire bouger les choses? Parce que le gouvernement d'union nationale aujourd'hui ne va pas arrêter la guerre qu'il y a et ne va pas arrêter l'AFC M23. Le gouvernement d'union nationale aujourd'hui a un objectif. Je ne sais pas si tu as remarqué. Depuis que Goma est tombé, qu'une personne de la classe politique congolaise ne s'est exprimée, ni contre, ni pour. Pourtant, nous avons des centaines d'acteurs politiques. Je vais commencer par d'abord les alliés de Félix Tshisekedi. Bahati, Kamere, etc. Pas un mot. Ils sont à Bruxelles. Pas un mot. Deuxièmement, le parti du chef de l'État, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pas un mot. Pas un mot. Même pas un tweet. Simplement ce qui se passe, la raison pour laquelle il veut faire un gouvernement d'union nationale, c'est parce qu'il est isolé. C'est parce que personne ne veut participer à défendre son bilan. C'est parce que pour tout le monde, pour toute la classe politique congolaise, le problème, c'est Félix. Les gens attendent qu'une chose, dans son propre camp d'abord. Je ne parle même pas le monde de l'opposition. Ça serait normal qu'on demande son départ. Mais les gens qui veulent aussi son départ sont autour de lui. Où est l'UDPS? Où est le secrétaire général de l'UDPS? Où sont les membres de l'UDPS? Pourquoi ils ne défendent pas leur chef? Pourquoi ils ne défendent pas le chef de l'État? La majorité présidentielle, il a fallu qu'il les convoque, qu'il les sermonne pour leur demander plus de soutien. Aucun d'entre eux ne se mouille pour lui. Il est seul. Il se réveille à un moment et il pense maintenant que voilà, finalement, ça serait peut-être bien que je m'ouvre aux autres, alors qu'il y a une grande partie du pays. Le Kivu, ça fait 4 à 5 fois la Belgique. Le Nord Kivu, le Sud Kivu. 4 à 5 fois la Belgique. Donc ce sont une grande partie d'autres pays qui est occupée, qui ne lui appartient plus. Et ils vont continuer comme ça. Donc moi, si je vais là-bas, je leur ai dit, mais mon ami, tu aurais dû mettre les armes et les hommes, comme je te l'avais dit. Mais je te l'ai dit il y a 3 ans. Tu n'as pas voulu écouter ce qu'on disait. Je te l'ai répété il y a 2 ans. Je te l'ai répété il y a 1 année. Tu n'as pas voulu nous écouter. Aujourd'hui, tu as carrément essayé de changer la constitution pour faire un 3e mandat et mettre ton fils à la tête du pays. Et aujourd'hui, on va venir te sauver. Pour gagner quoi? C'est pas la République qu'on sauve, c'est la tête de Félix qu'on sauve. Ensuite, lorsque tu dis qu'on va, comment dire, si l'AFC M23 arrive dans le pays, il y aura du désordre. Oui, si ils marchent jusqu'à Kinshasa. C'est pour ça qu'avant qu'ils arrivent à Kinshasa, on demande un dialogue. La plupart des gens considèrent Félix comme un homme du passé.
Pour la simple et l'unique raison, c'est que la seule manière pour Félix aujourd'hui de revenir au devant de la scène, c'est de récupérer les territoires de la République qu'il a perdus. Et aujourd'hui, il en est incapable. Ni Bukavu, ni Goma, parce que ça ne s'arrête pas à Goma. Il y a Sake, il y a Rutshuru, il y a Bunagana. Il va mettre combien d'années pour les récupérer? Il va mettre combien de temps pour les récupérer? Donc, s'il comprend très rapidement que la puissance et la force n'est pas de son côté, s'il est suffisamment intelligent, qu'il a l'amour du Congo, il va dire, pour qu'il y ait moins de fusion de ça, je négocie. Il peut participer à faire en sorte que le dialogue soit une transition douce vers un gouvernement de transition dans lequel l'opposition et la majorité vont se retrouver en attendant de nouvelles élections. Et pour le gouvernement, tu as proposé... oui, moi j'ai proposé à la tête du pays, j'ai proposé quelqu'un comme Mukwege. On peut proposer quelqu'un comme Fayulu à la primature, par exemple. Ensuite, Nanga et les autres qui se sont battus militairement, qui ont perdu des hommes. Il faut qu'on entende ce qu'ils veulent. Après, on va voir, il y a plein de ministères, etc. Sachant que, comme on dit toujours, ceux qui participent à la transition ne pourront pas participer aux élections. Donc moi, je ne vais pas participer à la transition, je vais participer aux prochaines élections. C'est une manière de voir les choses. Nous disons merci à notre Valérie. On aura l'occasion de le recevoir sur un Congo africain. On va parler de beaucoup de choses. Nous sommes arrêtés en quelle année? 1968. Imaginez-vous, 1968 en 2025. Il sera notre invité au Congo africain. Alors, président Raskazadi, le temps de clôturer. En tout cas, merci à tous d'être venus. Et c'est toujours très important qu'on échange entre fils et filles du Congo, avec bien sûr les soutiens des Gabonais, des Congolais de Brazzaville, des Sénégalais, toujours là, hein, et des Camerounais aussi, oh là, aussi les Camerounais. En tout cas, c'est l'Afrique, comme on dit, c'est l'Afrique qui gagne. Merci à vous, et puis on va pouvoir continuer à échanger entre nous dans le calme. Alors, n'hésitons